Il y a d'autres qui disent non, j'ai pas faim, puis je me dis j'y arriverai jamais, je serai jamais une bonne mère, voilà. C'est une autre manière. Il faut suivre le style du patient. C'est à nous de nous adapter, c'est pas au patient de s'adapter à nous. Vous savez qu'il y a des phrases qui équivaut à l'envie de... Il y a des phrases qui valent. J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais, c'est pas forcément dire que je veux mourir. En tout cas, ça veut dire qu'il faut que j'explore cette question. En fait, il faut toujours aller plus loin. Quand on dit j'y arriverai jamais, qu'est-ce qui serait trop dur pour vous? Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand la personne veut se tuer, réellement, et bien en fait, quand on va lui dire qu'est-ce qui serait trop dur pour vous, elle va vous expliquer que tout serait trop dur. Ce serait trop dur de continuer, je ne suis pas sûr d'y arriver, puis même demain c'est trop dur, puis après quand j'aurai cet enfant, j'y arriverai pas. Donc les idées de mort sont pas, les idées de nullité sont pas centrées sur un seul truc. Oh, je ne suis pas une bonne maman parce que je ne vais pas l'allaiter. Ça c'est juste un point ponctuel. Mais si ça touche plusieurs champs, c'est un équivalent d'idée de mort. C'est ça qu'il faut explorer. Dépression en forme clinique, bon, moyenne, mélancoliforme. Allure névrotique ou somatique, c'est fréquent ça. C'est fréquent, des gens qui vont dire non, moi j'ai des tocs, je suis en train de me laver beaucoup, là maintenant je sens mauvais, ou j'ai des douleurs par là, puis on trouve des douleurs, ça me fait mal dans la tête, ça monte, ça descend, ça me bouche la vue, etc. Donc là, effectivement, plus c'est une somatisation, plus il y a des chances que ce soit une dépression. Donc, des somatisations comme ça, cinématérielles. Alors, ce qu'il faut effectivement, c'est favoriser les habiletés maternelles. Donc, c'est montrer qu'elles ont déjà fait preuve dans leur vie de courage, de moments où elles ont fait face à la difficulté, avant la grossesse. Et que du coup, ces qualités qu'elles ont mises en œuvre avant, elles pourront s'en servir quand elles auront un enfant. Donc, pas commencer à dire vous êtes une femme parce que vous avez un bébé. Vous êtes une femme parce que vous avez déjà acquis plein de compétences. Vous avez eu des amis, vous avez partagé vos émotions, vous avez aidé vos frères et sœurs, vous avez fait des études, vous avez... Donc, utilisez des choses qui ont été faites par la femme avant qu'elle soit enceinte. Sa vie ne commence pas à partir du moment où elle devient mère. Lui montrer qu'elle a déjà mis en œuvre beaucoup de compétences. Et que ces compétences, elle va s'en servir quand elle aura un enfant. Ce n'est pas quelque chose qui va commencer à partir de zéro. Ça, c'est très important de leur montrer ça, et que d'ailleurs, elles ont fait preuve d'attention aux autres, parce qu'elles ont eu des amis qu'elles ont aidés dans des moments difficiles, donc elles ont su faire attention à des gens en difficulté, des gens plus fragiles. Vous voyez, travailler sur des choses plus préexistantes. Utiliser les leviers culturels naturels, voilà, est-ce que vous en avez parlé à votre maman, est-ce que vous en avez parlé à votre sœur, etc. Alors, selon les familles, on en parle du côté de la belle famille, on en parle du côté de la famille, on en parle du côté de la mère, on en parle du côté des femmes. C'est variable. Ça dépend des cultures. Et donc, il faut utiliser les ressources naturelles. Partage d'expériences. Parfois, c'est pas mal de faire des groupes. Notamment, quand on se rencontre dans les salles d'attente d'échographie, les femmes, elles échangent beaucoup entre elles. Il faudrait presque favoriser un petit café là pour... partager, oui, mais alors toi, t'as fait quoi? Il n'a pas bougé, ah ben moi il bouge, et il s'est pas retourné, voilà. Donc tous ces petits trucs qui rassurent en fait beaucoup. Elles ne sont pas les seules. Parce que le sentiment, souvent, qu'elles sont les seules à avoir ça. Favoriser l'investissement du bébé. Est-ce qu'on a préparé la chambre? Est-ce qu'il y a un prénom? Il y a des mamans où il n'y a rien n'est préparé. Ou d'autres, à peine, elles ont un jour de retard que déjà la chambre, elle est peinte. Donc c'est variable. Et les approches psychologiques, il faut rester très souple. Il y a des gens qui proposent des thérapies familiales, des gens qui proposent plutôt des thérapies de relaxation, d'autres plutôt des thérapies de cognition, peu importe. Je crois qu'il n'y a pas de bonne thérapie, parce qu'avec ces femmes, il faut surtout être très souple. Et quelque chose qui est utile à un moment peut ne plus l'être à un autre. Donc voilà, pour vous, ce qui est compliqué, c'est de trouver les personnes qui peuvent faire ça. Parce qu'on ne peut pas tout faire, nous, en cabinet de médecine. Donc les antidépresseurs sont parfois nécessaires. Donc, si oui, il faut poursuivre ou initier un traitement antidépresseur. Il y a un bon profil de sécurité des antidépresseurs durant la grossesse et l'allaitement. La plupart des données sont très favorables, je vais vous les donner. La médication est perçue différemment selon les patientes. Alors, parfois, si je veux m'en sortir toute seule, je ne veux pas une béquille chimique, je n'ai pas un comprimé qui va changer ma vie, c'est pas mon mari ne va pas devenir gentil si je prends mon comprimé. Voilà. Donc, il y a tous ces enjeux, mais c'est important. C'est important que les femmes expriment. Parfois même, le fait de vouloir prescrire
débloque la situation. Donc, ne soyez pas trop coincés par rapport à ça. Même si vous n'êtes pas sûr de prescrire, dites, écoutez, quand je vois comment vous souffrez, je me demande s'il ne faudrait quand même pas que vous preniez un traitement. Et là, vous voyez ce qui se passe. Ah ben non, moi jamais, dans la famille, c'est la honte, si on mange pas un cachet, ou maintenant je veux pas intoxiquer mon bébé, déjà je suis pas si bonne mère, voilà. Donc, laissez les phrases sortir, et ça va vous donner beaucoup d'informations. Vous voyez, donc restez ouverts. Les patients sont très sensibles aux réactions, croyances et préjugés de nous. Sinon, on pense que le médicament, c'est très très dangereux, qu'une femme, elle doit élever son enfant toute seule et qu'il ne faut pas de chimie là-dedans. Et bien voilà, donc nous, on va dire, prenez votre traitement, mais d'une telle manière qu'elle ne va pas le prendre. Diminution de concentration série de l'antidépresseur au 3e trimestre, donc soyez pas en sous-dosage, surtout. Donc, le risque de ne pas traiter, voilà le risque si on ne traite pas. Le poids, le soin de la maman, l'usage de drogue, la prééclampsie, le fonctionnement fœto-placentaire, la détresse fœtale, l'augmentation du taux de césarienne, le temps passé en réanimation, tout ça c'est associé au fait que la maman est déprimée. Il y a tous les effets qui sont corrélés à l'usage de l'antidépresseur, donc les anomalies de malformation, voilà, qui sont, vous allez voir, très faibles. Et puis là, c'est des choses qui peuvent se trouver entre les deux. N'importe. Donc, juste, je fais une petite revue de la littérature des données de la science. Et vous allez voir que ces données, elles changent environ tous les 4 ans. Bon. Alors là, on a un tableau de 2012, publié dans une très grosse revue, l'American Journal of Obstetric Gynecology, et qui dit, voilà, je regarde les études négatives, 15 études négatives sur la paroxétine, 8 études positives sur la paroxétine, 12 études négatives, là, on se dit c'est très bien, sauf que là, on les voit qu'elles sont positives, la paroxétine, le Prozac, le citalopram. En fait, tous les médicaments ont possiblement un signal, mais la majorité, l'extrême majorité des études sont négatives. Donc, on se dit, ben voilà, on fait attention. Et l'idée, c'est de comprendre un peu l'ambiance. Parce que l'ambiance de la malformation chez l'enfant, vous imaginez que c'est une ambiance sereine. On ne regarde pas si on a un orteil qui est un peu plus bombé qu'un autre. Quand on regarde le Prozac, on était dans les années glorieuses, les données sortent, des quantités invraisemblables de personnes dans le monde sont traitées par Prozac, aucune malformation. Donc la Food and Drug Administration dit pas de risque de malformation sous Prozac. Puis, 2005, un signal cardiaque pour le Deroxate, avec la guerre entre Lilly et GlaxoSmithKline. Donc c'est une guerre qu'il y a entre deux laboratoires pour montrer qu'un médicament est mieux qu'un autre. Parce que, si vous vous souvenez, le Deroxate commençait à dépasser le Prozac. Et donc, il a fallu dire, regardez, nous, sous Prozac, on n'avait rien. Et eux, sous Deroxate, ils ont quelque chose. Donc, premier signal. Panique à bord, on regarde, et rediscussion, négociation au plus haut sommet entre les PDG des boîtes, la Food and Drug Administration, le gouvernement américain. Et résultat des courses, en 2013, on dit, oui, il y a peut-être un effet classe, c'est-à-dire le fait d'inhiber la recapture de la sérotonine. C'est peut-être un peu dangereux, mais c'est très faible. Puis, 2014, une cohorte de 64 000 femmes exposées aux antidépresseurs, qui sort dans le New England Journal of Medicine, c'est quand même difficile de faire mieux. Et il y a la phrase, il n'y a pas d'augmentation substantielle du risque de malformation cardiaque attribuée aux antidépresseurs pendant le premier trimestre de la grossesse, ce qui était la cause alléguée par les détracteurs du Deroxate. Et en 2016, parce que les Américains, vous savez, vous connaissez un peu les Américains, au moins par les séries, vous savez, quand il y a possibilité de gagner de l'argent, ils n'hésitent pas. Et donc, des parents qui ont un enfant qui est anormal, ils vont accuser le médecin et surtout accuser le laboratoire, parce que gagner plus d'argent pour le médecin comme nous, pas très intéressant de nous attaquer, parce que même si on gagne plus un centime de notre vie, c'est pas beaucoup d'argent. Tandis que si on attaque un laboratoire, c'est des millions. Donc, il vaut mieux attaquer un laboratoire. Et donc, il y a 200 plaintes qui ont été faites pour ça et qui ont toutes été déboutées, parce qu'il n'y avait pas de preuves. Donc, il y a un point quand même important, c'est qu'on n'a pas de preuve réelle d'un danger majeur.
Malgré tout, je vais vous donner quelques conseils quand même. Peut-être si je vais passer ça parce que c'est des problèmes méthodologiques. En fait, pourquoi est-ce qu'on a du mal? Mais je vous donnerai le diaporama tranquillement. Je sais pas, ne prenez pas du temps à les photographier. L'idée, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de problèmes méthodologiques pour savoir. Et notamment, le problème, si on prend un antidépresseur, c'est qu'on est plus fragile. Et si on est plus fragile cérébralement, on a des chances de transmettre une fragilité chez l'enfant. Voilà. Et donc, il y a peut-être d'autres problèmes. Et puis, le fait d'être déprimé, peut-être que j'ai un comportement alimentaire, d'exposition à des toxiques, qui lui-même est malformatif. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de problématiques. Vous lirez ça, il y a tous les problèmes de l'obésité, de l'état nutritionnel chez ces femmes, des produits non prescrits, parce que quand on va pas bien, même sur l'antidépresseur, on va prendre d'autres trucs, on va prendre des plantes, on va prendre des laxatifs, on va prendre des trucs, c'est pas simple de savoir qu'est-ce qui fait quoi. Les données globalement sont rassurantes chez l'enfant, parce que c'est important, peut-être que ça fait rien chez la mère, mais peut-être que sur le comportement de l'enfant, après, il y a des différences. Et là, toutes les études sont négatives. Je vous ai donné les dernières, 2012 par exemple, les tricycliques, les IRS, les IRSNA, c'est-à-dire la venlafaxine, l'Effexor, les tricycliques, la fluoxétine, n'ont aucun effet sur la cognition de l'enfant, le neurodéveloppement, la capacité d'interaction. Il y a juste un point qui est très subtil et qui a été relevé par une publication récente sur le fait de l'allaitement. Puisque dans le fond, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on laisse ses mamans allaiter? Ça veut dire que si on laisse ses mamans allaiter, ça veut dire que l'enfant il prend l'antidépresseur. Ou est-ce qu'on ne laisse pas les mamans allaiter et on a un allaitement de type artificiel? Qu'est-ce qui est moins pire? Est-ce qu'il vaut mieux donner les immunoglobulines maternelles, les sucres maternels, les graisses maternelles, tous les problèmes immunitaires, ou est-ce qu'il vaut mieux dire non, il ne faut pas exposer l'enfant à ça? Globalement, je pense qu'il faut, si on peut, permettre d'allaiter. Voilà, donc je pense que quand je regarde un peu la littérature, je trouve qu'il y a des données en faveur de ça plutôt, notamment pour la première année. Il ne faut pas que l'allaitement soit trop prolongé. Ça, c'est vrai que souvent, ces mamans anxieuses, elles veulent allaiter leurs enfants trop longtemps. Ça, c'est un problème de ces mamans qui sont dans un problématique d'attachement. Elles les allaitent jusqu'à 2 ans parfois, et c'est beaucoup trop. Donc, aucun produit, même végétal, n'est sûr à 100%. Éviter au premier trimestre des médicaments risques tératogènes. Traiter à dose efficace. Il ne faut pas un petit traitement. Réévaluer la dépression. Favoriser les approches non pharmacologiques, la réassurance, etc. Éviter les polyprescriptions. Déjà, un médicament, c'est pas mal. Pas en mettre 2. Discuter avec la femme. Donc, je pense que j'ai dépassé mon temps là. Ok, donc on va arrêter là. Ça suffit largement. Et le reste, on verra ça une autre fois.